À la une de l'actualité, cette grève contournée par la direction de Servichef, alors que l'on craignait des conséquences sur la livraison des repas dans les cantines, tous les élèves ont pu manger en temps et en heure. 40 minutes dans le noir, enfermé dans une salle de sport. C'est l'étrange histoire d'un client de Fitness Park. Aujourd'hui, il a porté plainte contre X. Nous avons enquêté pour mieux comprendre et vérifier ses dires. Plus qu'une semaine avant les premières épreuves du bac général, une angoisse pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. Depuis plusieurs semaines, ils préparent les copies et les salles, un travail qui demande rigueur et organisation. Enfin, quand 800 collégiens se rassemblent à l'Atrium pour partager leurs travaux culturels, c'était ce matin, Salem et Césaire, un moment artistique important pour ces jeunes qui ont pu s'exprimer à travers des slams, chants, danses et théâtre. Et puis notre invité ce soir nous parlera, vous le voyez, d'une formation pour devenir chef d'entreprise. Elle s'appelle l'École des managers et il en est l'un des élèves. On en discutera avec lui tout à l'heure. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite en bref avec cette agression hier soir dans le poste de police de Fort-de-France. Un individu connu des services de police est venu au commissariat. Il désirait porter plainte. Une fois entré, il s'est énervé, a insulté les policiers et il les a menacés de mort. Quand ils ont tenté de l'interpeller, une bagarre a éclaté. Un policier a été gravement blessé, un tendon et une artère sectionnés. Heureusement, ces jours ne sont pas en danger. Son assaillant, quant à lui, a été placé en garde à vue. Soulagement pour les élèves, les parents d'élèves du sud de l'île. Malgré le mouvement social entamé depuis 2 jours, Servichef a tenu parole. Les repas ont été livrés à toutes les cantines et ce n'était pas gagné d'avance puisque la cuisine centrale était occupée par les grévistes. Il a donc fallu délocaliser la préparation des repas, de quoi tendre la situation, comme nous le montrent Océlia Cartès et Anaïs Gall. Raviolis, compotes et biscuits, les plateaux repas des écoliers du Sud sont bien maigres aujourd'hui, mais la direction de Servichef a voulu maintenir un service de restauration. Ce matin, à la cuisine centrale de Rivière-Salée, un système D a été mis en place à l'abri des grévistes. Ici, normalement, dans ce couloir, les conteneurs chauffants sont censés être stockés, branchés. Mais là, ils ont disparu, donc on les a certainement emmenés à une autre cuisine. Nous avons juste des suppositions. Nous supposons que les repas ont peut-être été fabriqués à Martinique-Catherine, filiale du groupe Mon Plaisir. Nous supposons aussi, nous avons eu un écho disant que les repas auraient pu être fabriqués au foyer des jeunes travailleurs à Châteauboeuf, mais aucun de nous... Enfin, les repas sont fabriqués, mais sans le personnel rattaché à ce marché. Si le climat reste tendu, les salariés n'oublient pas les parents pour qui la situation reste dure à gérer. Excusez-nous parents, mais malheureusement parfois nous sommes obligés d'aller par des mouvements assez forts pour se faire entendre. Et bien malement, on ne se fait même pas entendre comme il le faut. DSP c'est à nous, DSP c'est à Taïo, en bonne vacances. Une lettre de la direction a été adressée à l'ensemble des employés en début de matinée. Une invitation au dialogue à laquelle les grévistes ne croient pas. D'autant plus que M. Monplaisir a dit à un de nos collègues, on se revoit en septembre. Donc c'est vrai que ça laisse présager qu'ils vont nous laisser pourrir sur place et ne pas venir dialoguer et discuter avec nous. Agents de sécurité, serrures changées à la cuisine centrale de Rivière-Pilote. Les mesures prises par la direction n'entendent rien apaiser les esprits. D'une grève à l'autre, en bref, la mobilisation nationale contre la réforme des collèges n'a pas été très suivie en Martinique aujourd'hui. 8% des enseignants y ont participé contre 9,85% le 19 mai dernier. Au niveau national, on compte 11% d'enseignants mobilisés contre un peu plus de 27% lors de la dernière manifestation. L'actualité sociale, c'est aussi l'inquiétude des salariés des amandiers d'Amiris et de Caribia à Sainte-Luce. Le 18 mai dernier, c'est 3 hôtels fermaient leurs portes pour travaux. Les employés, eux, devaient partir en formation ou en chômage partiel. Or, la situation du groupe Fabre-Domergue, auquel appartiennent les 3 enseignes, est en ce moment examinée au tribunal de commerce. On y parle même de liquidation, de quoi forcément affoler les salariés jusqu'alors confiants. Aujourd'hui, ils sont allés demander des comptes à leur patron. Céline Chalonneau et Élodie Toto les ont suivis. Un véritable coup de massue. Hier, les employés de l'hôtel Caribéa de Sainte-Luce ont appris que le groupe Fabre-Domergue, propriétaire de l'hôtel, était menacé de liquidation. On n'avait pas ces informations. On a été étonnés qu'elles nous parviennent uniquement par la presse. Donc ça n'a rien de rassurant.
Avec la liquidation, c'est près de 80 emplois qui seraient menacés. Aussi, les employés, actuellement en formation, s'interrogent sur leur avenir dans la société. Ils ne savent même pas si la formation ira jusqu'à son terme, s'ils seront payés dans l'intégralité de leur salaire, quelles seront les conditions de travail à l'éventuelle réouverture. Il y a beaucoup d'incertitudes et c'est la raison pour laquelle nous sommes là mobilisés. Ils étaient près d'une quarantaine à s'être rassemblés ce matin au siège du groupe. Une réunion a été organisée avec le gérant et face à l'enjeu, le climat était plutôt tendu. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Madame, pourquoi? Vous pouvez fermer la porte. Là, on n'accepte plus, parce qu'ils font un peu ce qu'ils veulent de nous. Le tribunal rendra sa décision le 23 juin. En attendant, les incertitudes persistent. Et on referme cette page sociale avec un point sur la réunion d'hier soir entre les chauffeurs de taxi et la présidente du Conseil général. Un rendez-vous pour trouver des solutions à l'après-TCSP. 3 heures d'échange qui n'ont mené à rien, alors que les syndicats UZ et OSTPM réclament entre 186 000 et 270 000 euros d'indemnisation par chauffeur. Le Conseil général ne propose que 76 000 euros. Une offre indécente selon les transporteurs qui ont néanmoins accepté de revenir à la rencontre du département mercredi prochain. Le chiffre du jour à maintenant, 3,6 millions d'euros. C'est le montant que l'État débloquera pour aider à la lutte contre les sargasses. Création d'une brigade verte, équipe de surveillance du littoral, matériel de ramassage et de prévention. Une bonne nouvelle pour les maires et présidents des communautés d'agglomération invités en préfecture cet après-midi pour découvrir les plans du gouvernement. Une annonce qui arrive 4 jours avant que ne soient dévoilés les projets retenus pour la collecte des algues, l'occasion pour les élus de faire remonter au plus haut niveau leur satisfaction et leurs inquiétudes. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Je dirais il faut commencer par quelque chose, d'accord? Tout ce qui a été de moi dit, tout ce qui a été de moi évoqué, on va dire que il faudra déjà laisser. Il ne faut pas partir du fait que non, ce n'est pas bon ou non, c'est bon. On va déjà commencer par avoir évoqué les matériels qui seront mis en place, travailler avec. Évidemment, si ça ne va pas, il faudra les faire évoluer ou passer à autre chose. Il me plaît à penser quand même que les avancées que nous a annoncées aujourd'hui le préfet par rapport au soutien qui sera apporté sur le matériel pour commencer à travailler, j'espère que ce ne sera pas dans des années, que tout de suite nous allons pouvoir avoir ce financement-là, acheter les matériels qu'il faut pour commencer à travailler. Voilà. Globalement, nous sommes satisfaits puisque le projet de l'espace sud a été retenu. Nous allons pouvoir mettre en place le chantier d'insertion et pouvoir mettre en activité des jeunes, 24 jeunes. Il y a des projets qui sont présentés par des privés qui ont l'air intéressants. Donc nous sommes en phase d'expérimentation, on va voir ce que ça donnera. Vous savez, en matière de financement, on a toujours besoin un peu plus. Aujourd'hui, les services de l'État disent 1 million. On pense déjà que ce sera insuffisant, mais commençons par cela et on verra bien ce que ça donnera. Mais pour l'heure, cette enveloppe nous satisfait. C'est un coup de foudre qui restera dans les mémoires. Le week-end dernier, de longues coupures d'électricité ont pénalisé tous les Martiniquais. Une panne sur laquelle s'interroge encore beaucoup de monde, d'autant qu'aujourd'hui, en milieu de journée, le centre de l'île a encore été privé de courant. Pour tenter d'en savoir plus, nous avons contacté le syndicat mixte d'énergie de Martinique, le SMEM. Anouchka Flieler et Isabelle Ferrière ont interrogé son président. Les coupures sont des coupures qui proviennent du réseau de haute tension, 63 000 volts, qui n'appartient pas au SMEM. Le réseau qui appartient au SMEM, c'est le réseau basse et moyenne tension. EDF a des spécialistes, comme ils l'ont dit, qui sont arrivés hier soir, qui travaillent justement à cela. On imagine d'où vient le problème. Il y a eu ce qu'on appelle ce coup de foudre, qui n'est pas un éclair qui tombe, mais c'est une connexion qui se passe entre le réseau, entre le câble, et l'air et l'atmosphère, c'est une connexion électrique. Ça s'appelle un coup de foudre. Il y a un problème quelque part sur le câble. Et vous savez, c'est comme dans une maison. Trouver un problème d'origine sur une panne électrique dans une maison, c'est très délicat. Sur n'importe quoi, on doit procéder par étapes, tout doucement, sérieusement, le plus vite possible, mais on se hâte lentement. Et EDF n'a pas cessé de faire ça. EDF a d'ailleurs remis le courant dans des délais qui sont remarquable compte tenu de la situation.
On pourrait l'appeler le fantôme de la salle de sport. Mardi soir, un client de la salle Fitness Park à la Galeria aurait été enfermé dans l'établissement. La faute, dit-il, à un employé de la salle qui lui aurait reproché de trop tarder à quitter les lieux alors qu'approchait l'heure de fermeture. Il aurait donc éteint et fermé les portes en le laissant à l'intérieur. L'affaire a déjà beaucoup fait parler d'elle, mais que s'est-il vraiment passé? Céline Chalonneau et Elodie Toto ont enquêté pour vous. Donc regardez. Tac, il ouvre la porte. Donc ce monsieur pouvait sortir. Le jeune homme que vous voyez ouvrir la porte n'est autre que celui qui affirme avoir été enfermé dans une salle de sport dans la nuit de mardi à mercredi. À 22h55, donc soit 5 minutes avant l'heure butoir, l'employé présent à l'accueil a éteint sans préavis les lumières de la salle. À première vue, notre départ était visiblement souhaité, donc j'ai souhaité leur rallumage, le temps de quelques secondes, afin de récupérer mes affaires. L'employé fulminait. Il sous-entendait qu'il me laisserait là, en fait, qu'il s'en irait en me laissant là. Donc c'est ce qu'il finit par faire, en fait. Donc, devant le fait accompli, je n'ai eu d'autre choix que celui de contacter les services de police. Je me suis retrouvé seul pendant 40 minutes dans l'obscurité de la salle avant que les policiers, assistés par le PC sécurité de la Galeria, avant qu'ils ne me libèrent. Mais ce que montrent les vidéos de surveillance, c'est une toute autre histoire. L'homme n'aurait pas été enfermé seul contre son gré. Il n'était pas tout seul, il y avait quand même 2 autres clients qui lui ont demandé d'arrêter, de rester à l'intérieur et de venir avec eux justement pour pouvoir sortir de la salle. Il montre un refus catégorique. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où l'employé a fait le choix de rentrer chez lui parce qu'il n'était plus assuré par notre établissement. Malgré la présence d'issues de secours qu'il aurait pu utiliser, l'homme aurait fait le choix d'attendre. Pourtant, il a porté plainte pour séquestration. Je ne souhaite pas du tout le licenciement de l'employé, ça c'est sûr et certain. Ce que j'envisage, ce sont vraiment des excuses, principalement des excuses. Et après là, je peux retirer ma plainte. Nous sommes un petit peu stupéfaits de la situation et de la réaction du client parce que c'est lui qui a refusé d'obtempérer. Donc de là à parler de séquestration, le client a cherché à être séquestré. En quelques termes, nous ne pensons pas que ce soit une séquestration, sachant que vous avez la possibilité de sortir de la salle à n'importe quel moment. À 23h42, c'est finalement le jeune homme qui ouvre lui-même la porte d'entrée pour que la police puisse attester de la séquestration dont il se dit victime. C'est une échéance capitale pour les élèves et chaque année, le baccalauréat est aussi un vrai casse-tête pour les enseignants. Alors que les candidats révisent, eux doivent préparer les salles et les copies. Un travail minutieux avec son lot de stress et qui réclame beaucoup d'organisation. Dans les coulisses du bac, c'est un reportage signé Hélène Renaud avec Volana Razafi-Manansoa. Pour une fois dans cette salle de classe, ce ne sont pas les élèves, mais les professeurs qui planchent. Une armée d'enseignants spécialement détachés pour l'occasion organise depuis un mois les épreuves du bac professionnel, général et technologique. Leur Bible, une application fournie par le rectorat qui répertorie tous les candidats. Et à ce moment-là, en fonction du nombre de candidats, on peut les répartir dans les différentes salles, suivant leur matière, leur discipline et leur spécialité, selon leur handicap aussi. Il y a des élèves qui ont besoin d'être isolés dans certaines salles. Donc il faut à ce moment-là, c'est le rectorat seulement qui peut nous dire quels sont ces candidats. Donc on les cible, en premier lieu, on les place d'abord et ensuite on place les autres candidats. La préparation est millimétrée. L'établissement gère plus de 1000 élèves car le lycée sera aussi le centre de correction de toutes les terminales ES de Lille. Ce responsable veille donc au grain et garde toujours un œil sur ces enveloppes scellées, strictement confidentielles. Il y a des bordereaux de notes, ce sont des documents à usage unique. Donc le correcteur met toutes leurs notes et ensuite ils ont un code. Ils vont aller sur l'application informatique, sur le site et ils vont saisir toutes les notes. Et à ce moment-là, il faudra qu'ils verrouillent pour que quelqu'un d'autre ne puisse pas intervenir au niveau de la notation et changer les notes. C'est pour en partie qu'on dit que c'est un document secret. Direction les salles de cours dédiées aux examens pour l'étiquetage des tables avec les noms des candidats. L'enseignant attribue un seul élève par table, rien ne se fait au hasard pour éviter la triche. On fait attention pour qu'il n'y ait pas des élèves de la même classe dans la côte à côte, qu'il n'y ait pas de communication entre élèves. Jacques fait partie de l'équipe de préparation du bac depuis 12 ans, pourtant le stress se fait encore sentir. Des fois il y a des rushs où il y a toutes les épreuves et on doit envoyer les copies tout de suite le lendemain. Donc on sait qu'il faudra qu'on reste très tard pour pouvoir anonymer, faire les paquets de correction. On n'a pas de répit à partir du mois de mai jusqu'à pratiquement fin août, on n'a pas de répit en fait.
Pas de répit non plus pour les bacheliers qui useront ces chaises dès le 16 juin, date du coup d'envoi du bac général et technologique, avec la sacro-sainte épreuve de philosophie. Partons maintenant en Guadeloupe où Marine Le Pen ne sera pas la bienvenue, à l'instar du Marindero martiniquais. Un collectif guadeloupéen baptisé Le Pen Péké Palais et mené par le Comité international des peuples noirs s'est constitué. Un groupe qui s'associe au mouvement martiniquais avec le même objectif, combattre la ligne dite raciste du Front National. Un grand meeting est prévu le 19 juin prochain pour sensibiliser la population. Écoutez ces quelques précisions recueillies par Linda Kayarsi. Effectivement, ça aurait été très bien que Marine Le Pen et le Front National n'arrivent pas à débarquer en Guadeloupe comme nous l'avions fait pour Jean-Marie Le Pen en 87 et en 97, parce qu'elle n'a pas sa place ici. Et si toutefois la mobilisation n'était pas suffisante et elle devait débarquer, nous avons pris l'engagement qu'elle ne parlera pas en Guadeloupe. Notre pays, c'est un pays qui a beaucoup lutté contre cette situation de racisme et contre le fascisme. Il n'y a qu'à voir la contribution de la Guadeloupe lors de la Deuxième Guerre mondiale avec la dissidence. Il n'est pas question pour nous d'accepter un avatar du fascisme, le Front National, qui viennent s'organiser en Guadeloupe et qui viennent créer un élément supplémentaire de division et d'oppression sur notre peuple. Ces gens-là ne sont pas les bienvenus en Guadeloupe et nous ne leur permettrons pas de légaliser la création d'une organisation fasciste dans notre pays. Et entre la politique et les Guadeloupéens, ce n'est décidément pas le grand amour. 69% d'entre eux n'auraient pas confiance en leur classe politique. C'est le résultat de la dernière étude de l'Institut Calistat, une étude sur la notoriété et la confiance accordée aux hommes et femmes politiques guadeloupéens. Du 2 au 9 mai, une série de questions a été posée par téléphone à un échantillon de 500 personnes âgées de plus de 18 ans. Les précisions de Linda Kayarsi. Au sortir des élections départementales, la défiance accordée à la classe politique locale par les Guadeloupéens s'accentue. D'après le sondage Calistat, 69% des Guadeloupéens n'ont pas confiance en leurs élus. Un pourcentage record, 10 points de plus qu'en février dernier. Plusieurs explications possibles, la mauvaise gestion des problèmes d'eau, du chômage, mais pas seulement. Souvent, après une campagne électorale où les joutes ont été très musclées, y compris à l'intérieur de même camp politique, d'une même famille politique, on se rend compte que les Guadeloupéens prennent un peu plus de distance encore par rapport à la classe politique. Pourtant, face à une opinion publique défiante, un élu demeure en tête des scores de confiance. Le député maire de Bémao, Harry Chalus. 18% des sondés ont confiance en lui pour construire l'avenir de l'île, soit 7 points de plus que Victorin Lurel. Victorin Lurel, dont la cote de notoriété repart à la hausse, le président de région demeure la personnalité politique la plus présente dans l'esprit de 53% des sondés, un baromètre de notoriété qui est le reflet d'une importante exposition médiatique. À nos yeux, ce qui est significatif et qui est à montrer, c'est que lorsqu'on interroge les Guadeloupéens sur des personnalités en qui ils placeraient spontanément leur confiance, c'est-à-dire sans leur suggérer de personnalité, ils sont 1 sur 3 à répondre aucune personnalité. Et là encore, c'est à corréler avec le niveau de confiance très faible qui est accordé à cette classe politique. Pour finir, le baromètre de confiance des parlementaires et des présidents de collectivités. Une personnalité politique est citée spontanément, Josette Borrell l'incertain. La présidente du conseil départemental réapparaît dans ce classement après plusieurs années d'absence. Sa cote de confiance est estimée à 6%, ce qui lui permet de monter sur la 3e marche du podium, juste derrière Harry Chalus et Victorin Lurel. Et avant de revenir en Martinique, un œil sur l'actualité guyanaise. En bref, avec ce vol de 23 armes et 700 munitions dans une annexe du commissariat de Cayenne. Un larcin commis par une bande de jeunes hier soir. L'alarme du bâtiment ne se serait pas déclenchée. Allez, restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on ira en Andalousie avec le spectacle Revoleo, un voyage au cœur du flamenco dans lequel se sont embarqués les élèves du couvent Saint-Joseph de Cluny aujourd'hui. Et puis Berbornil nous emmènera ensuite au Gros
Comorne dans les coulisses de la radio intertropicale. Mais avant, intéressons-nous à une formation qui a de l'avenir, l'école des managers mise en place par la Chambre de commerce de la Martinique. Diplôme ce soir sa 3e promotion. Depuis le mois de mars, de nouveaux étudiants ont intégré le cursus. Parmi eux, Yann Dormois. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous allez nous raconter un petit peu votre expérience dans cette école des managers. Alors, expliquez-nous ce que c'est que cette école, à quoi elle sert, où est-ce qu'elle vous mène? Alors, l'école des managers est une formation diplômante de niveau Bac+4 qui se fait sur une période d'à peu près 1 an et demi, on va dire à peu près 420 heures, et donc globalement à peu près 3 à 4 jours par mois. Et qu'est-ce qu'on y apprend alors? Alors, on y apprend à gérer, on y apprend les fondamentaux donc, de la gestion, on apprend donc à se structurer, on apprend à se diversifier pour mieux gérer son entreprise. Donc le personnel et les fonds et tout ce qui représente une entreprise. Tout ce que représente une entreprise. Un chef d'entreprise actuellement doit pouvoir intervenir dans l'ensemble de sa société et non plus dans un seul domaine. Donc on apprend avec cette formation à pouvoir gérer tous ces domaines, à mieux appréhender tous ces domaines. Et ce, quel que soit le secteur d'activité de l'entreprise que vous voulez gérer? Quel que soit le secteur d'activité, c'est la force de cette formation justement, quel que soit le secteur d'activité, on nous apprend à nous structurer pour mieux gérer les impondérés, pour mieux gérer un petit peu ce qui nous arrive dans la vie de tous les jours. Alors vous retournez un peu à l'école finalement, quand on est adulte, c'est un vrai défi. Comment vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure? Alors moi, c'est un peu particulier. Suite à une restructuration dans l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'ai cherché un petit peu à savoir comment je pouvais bénéficier de formation. Je me suis rapproché des différents organismes de formation sur la place, dont la CCIM, et parmi toutes leurs offres, excusez-moi, il y avait donc cette fameuse formation sur l'école des managers. Et vous êtes dit, c'est pour moi. Alors, je me suis dit, c'est pour moi parce qu'elle correspond exactement à ce que je souhaite, apprendre à mieux gérer mon entreprise, à mieux gérer mes projets et également à mieux appréhender l'avenir. Est-ce que c'est une école gratuite? Alors, je ne dirais pas que c'est une école gratuite. C'est une école qui permet vous pouvez bénéficier de certaines aides de la région, certaines aides de la CCIM, de fonds européens. Il faut monter un dossier, il faut se rapprocher de la CCIM ou de votre organisme de formation qui vont monter un dossier avec vous. Vous allez être accepté pour cette formation et à partir de ce dossier, donc, on va accepter et vous pouvez faire cette formation. Vous, l'année prochaine, vous ferez partie de ces diplômés, hein, comme ceux de ce soir qui reçoivent leur diplôme, on vous le souhaite en tout cas. Qu'est-ce que vous ferez une fois que vous aurez ce diplôme en poche? Eh bien, écoutez, je vais mettre en application ce qui m'a été inculqué durant toute cette formation et puis je vais faire bénéficier à tous mes partenaires également, tous mes collègues autour de moi de cette formation qui me paraît importante parce que c'est une façon de renforcer ses compétences et d'en faire bénéficier également aux gens qui sont autour de vous. C'est difficile d'intégrer cette formation, il faut avoir des prérequis quand même. Difficile, je pense qu'il faut être volontaire, mais je pense qu'une fois qu'on y est, on se rend compte que c'est indispensable. C'est indispensable parce que le monde avance vite et qu'on avance avec lui et que pour l'avenir, il faut se former. On vous souhaite de réussir alors. Merci beaucoup Yann Dormois pour votre témoignage très fort intéressant. Merci bien. Parlons maintenant culture avec un spectacle comme il n'en avait sans doute jamais vu. À la fois spectateurs et acteurs, ce sont près de 800 collégiens qui ont investi l'Atrium ce matin. Sur les planches de la salle Aimé Césaire, ils ont pu rendre le travail d'une année autour du créole et des traditions martiniquaises, entre autres. Chant, danse, slam, tous les arts étaient à l'honneur pour cette manifestation baptisée les collégiens entrent en scène, un véritable show préparé avec les enseignants et des artistes engagés et organisé par le Conseil général. L'occasion de mettre tous ces jeunes Martiniquais à égalité face à la culture. Guillaume Bacoul. La cour est à gauche, le jardin est à droite. À quelques minutes d'entrée en scène, petit rappel des notions élémentaires du théâtre. Ces jeunes, stars d'un jour, sont tous collégiens, venus exposer en pleine lumière le résultat de mois de répétition et d'efforts. C'est très bien, hein. J'étais un peu stressée, voilà. Un peu de stress, mais j'ai réussi à me lâcher et puis je me suis défoulé. On s'est beaucoup préparé, on a chanté, répété énormément pour pouvoir faire une belle prestation aujourd'hui. C'est un rêve.
Danse, slam, théâtre. Durant toute la préparation de cette journée intercollège, le corps enseignant a pu bénéficier du soutien d'artistes chevronnés comme Colo Barst, José Dalma ou encore Flex, qui effectue ici les dernières mises au point de sa chorégraphie. Pour certains collèges qui n'ont pas forcément accès à ces disciplines, parce qu'il n'y a pas de cours partout en fait, on vient avec ces disciplines-là dans les collèges et on leur transmet en fait la culture hip-hop, les cultures urbaines et tout ce qu'il y a avec. Ça leur permet d'avoir une activité physique durant leur période scolaire, tu vois, et ça permet un peu d'alléger aussi les emplois du temps. Donc je pense qu'avec ça aussi, il y a une manière d'apprendre qui est autre et qu'on amène la culture aussi au collège, comme ça, ils évoluent tout le temps avec ça, quoi. Outre le bonheur de fouler les planches, l'objectif premier est d'élargir l'accès à l'art pour ces écoliers qui vivent parfois très loin de l'offre culturelle. Bon, il y a eu quelques moments de panique, d'hésitation, mais ça fait partie de l'apprentissage. Donc pour eux, franchement, émotionnellement, pédagogiquement, c'est vraiment, pour eux, c'est un apport monumental, on va dire. Au final, corps enseignant ou élèves, tout le monde semble satisfait de cette rencontre intercollège, avec, au moment de quitter la scène, le sentiment d'être fier. Des applaudissements également pour Terre d'artistes qui revient ce soir avec une écrivain pour le moins précoce. La jeune Nadia Chonville a écrit son premier ouvrage à 13 ans. Aujourd'hui, elle en a 26 et elle publie le 4e et dernier tome des aventures de Rose de Végastri. On parlera également danse avec la compagnie Artefact et son spectacle inédit « Mon corps est le corps de tout le monde ». Extrait. 5, 6, 7, 8, Mon corps est le corps de tout le monde. Cette pièce, elle parle de la relation du corps dans la société et aussi l'acceptation de soi-même à travers son corps et le regard de l'autre. Comme dans un film de la métro, le soleil se couche sur l'eau. Pour moi, ça avait été un grand mystère de voir comment le corps, en cette période, était utilisé pour tout. Je veux dire, on l'utilise pour vendre des machines à laver, on l'utilise pour des produits. Tout le monde veut être jeune, tout le monde veut être beau, personne ne veut vieillir. Partout en Europe, maintenant, on a une explosion du nu sur scène. Je veux dire, presque c'est blasé d'avoir du nu sur scène. Et je pense qu'ici, on ne peut pas le prendre pour acquis. Voilà, mon corps et le corps de tout le monde qui sera donc dans Terre d'artistes à 20 h ce soir. De la danse, il y en a également en ce moment à Fort-de-France avec Revoléo, un spectacle de flamenco à découvrir tous les soirs à 19 h 30 jusqu'à samedi au Théâtre Aimé Césaire. Ce matin, les élèves du couvent Saint-Joseph de Cluny ont eu droit à une représentation privée, un voyage en Andalousie mené par un quartet envoûtant et capté par Anaïs Gall et Océlia Cartes. J'ai trouvé ça très impressionnant, très beau et j'ai beaucoup aimé. Ça t'a étonné de voir que dans cette formation, il y avait une jeune femme issue de la Martinique? Oui, quand même. Enfin, parce que je pensais qu'ils étaient tous espagnols en fait. C'est vrai que le flamenco, c'est universel, c'est international, ça passe partout. Mais il y a des publics qui sont plus ou moins sensibles. Et je pense qu'ici, parce que moi je le sens de cette manière, et je pense que les Martiniquais aussi, ils vont bien rentrer avec nous dans le rythme et tout ça, quoi. Le flamenco, avant tout, c'est une musique, une danse, un chant, mais une philosophie de la vie, un état d'esprit, une culture. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes.
Le JT des communes qui commence avec cette image qui va vous scotcher, un Inyam Bokoji d'1,25 m de long, presque aussi grand que son propriétaire Roger Rosemont, récolté sur les hauteurs du Mornepiau, le chemin Bel Air au Lamentin. Il pèse 16 kilos, de quoi faire des gratins pour un régiment. On remercie la famille Rosemont qui nous a fait parvenir cette photo. Et si vous aussi vous êtes témoin d'un événement insolite ou important, n'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et vidéos à l'adresse info@wipa972.com ou téléphonez-nous au 05 96 55 12 12. Au chapitre info pratique, attention aux coupures d'électricité. Demain, le quartier Morne-Suret de Trinité sera privé de courant de 8 h à 13h15. Et à Saint-Joseph, les lotissements Rivière-Blanche et Rivière-Monsieur, ainsi que les quartiers Rivière-Monsieur et Duchamp seront également privés de courant. Également un œil comme tous les jours sur la carte de l'EFS. Demain, le camion de l'établissement français du sang sera stationné sur le parking de la Grande Récré et de Bureau-Vallée à Cocotte, à Ducos, de 13 h à 18 h. Vous pouvez également vous rendre à la Maison du Don à la Ménard de 9 h à 16 h. Enfin, on termine avec un tour dans les coulisses d'une radio associative. Au Gros Morne, Intertropical est un média de proximité qui accompagne la population au quotidien. L'amitié sur les ondes, c'est un reportage signé Hubert Bornil et Michelet François. Voilà, c'est l'heure du petit punch. On est sur Radio Intertropical dans la commune de Gros Morne. Nous avons pensé les autres qui ont passé un bel moment. Justement, on a changé de média. On est sur la radio ce soir pour vous présenter une radio qui existe déjà depuis 23 ans. Un vrai travail de militant de terrain. Vous allez voir des gens formidables. Regardez. Bonsoir à tous, Radio Intertropical 90.10 sur la bande FM. Bernus, c'est l'animateur du sport, le samedi entre 12 et 13 h. La musique, des informations, c'est en tout cas le menu de cette émission. Comme Bernus, Annie ou Albert, ils sont une bonne quinzaine d'hommes et de femmes à se consacrer pleinement à l'accomplissement d'une mission. Certes pas impossible, sûrement contraignante, mais ô combien exaltante, faire de Radio Intertropical la radio de référence. Nos animateurs ont des appels tout le temps et nous savons que toutes les personnes, par exemple, qui sont alitées, qui ne peuvent pas se déplacer, sont contents de savoir ce qui se passe sur la commune. La radio de Intertropical, c'est pour faire ce que les autres ne font pas, c'est-à-dire démontrer qu'on peut faire des choses avec des petits moyens. Référence d'abord à la proximité immédiate. La radio relaie en premier lieu les événements ayant cours dans la commune. Une radio au service des Gros Mornais bénéficiant par ailleurs d'une excellente couverture sur l'ensemble de la Martinique. Nous ne faisons pas de journaux, mais nous proposons des débats. Par exemple, chaque mardi, par exemple, sur notre antenne, entre 15 h et 18 h, dans Ainsi va la vie, nous donnons la parole aux auditeurs. Parce que trop souvent, on avait tendance à passer de la musique comme ça régulièrement et on ne donnait pas la possibilité aux auditeurs de réagir. L'aventure a commencé depuis plus de 30 ans, ce mur en témoigne. Il égrène tous les événements marquants de la radio. C'était l'époque du militantisme. La tradition avant tout. Donc la tradition avant tout. D'où l'émission de Bernadette, tous les samedis, autour de cette musique qui est notre patrimoine musical, le Bel Air. Voilà, 91, c'est la fréquence de la radio en Big Force Koyokadip, une équipe fort sympathique qu'on aura plaisir à suivre, notamment aux alentours du 14 juillet à la fête patronale du Gros Morne. Voilà, prochain événement. Voilà pour l'agenda, c'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.